Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour notre première webconférence, la parole aux experts. Donc, ce soir, on va traiter d'un sujet d'actualité, comment communiquer en période de crise. Alors, bienvenue, merci. C'est pour nous une première et c'est aussi un honneur de vous accueillir. Alors, pour commencer, on va quand même se présenter. Homme Compétent, c'est une société créée en 2020, en octobre 2020. C'est un organisme de formation, c'est également une société de conseil. Nos valeurs, notre raison d'être, c'est d'aider à réussir qui, nos clients, qui sont des entreprises, également des salariés, des actifs, par la formation, le bilan de compétences, le consulting également, RH. Nous accompagnons également des jeunes en orientation scolaire et professionnelle. Alors, pourquoi parler de communication, en particulier en période de crise? Il est clair que pour toute entreprise, communiquer, c'est exister. On pense tous à la communication digitale, à la présence des entreprises sur les réseaux aujourd'hui. Toutefois, là, en période de crise, et particulièrement durant le confinement, on s'est tous posé la question, comment communiquer? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut parler du confinement au risque de trop en parler, que ça paraisse déplacé? Est-ce qu'il faut surtout ne pas en parler? Et là, le risque, c'est de paraître détaché. Et pour nous expliquer tout ça, aujourd'hui, nous avons fait appel à une experte, Yasmine Létang. Alors, Yasmine Létang est experte en stratégie de communication off et online. Elle est diplômée de l'ISEG Paris avec une majeure communication. Elle a travaillé à Paris avec de très grandes entreprises telles que Canal+, le groupe Canal+, Direct 8, Direct Star, le groupe M, qui est l'une des plus grandes entreprises de publicité de la capitale, pour des groupes comme LVMH également, pour France O. Et de retour en Guadeloupe, elle a travaillé avec Atypic Partners avant de fonder sa société de consulting, Alias Consulting. Alors, Yasmine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier de stratège en communication off et online? Alors, bonjour à tous déjà. Donc, effectivement, on parle beaucoup de communication, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la communication, c'est un secteur. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est composé d'une multitude de métiers. On peut dire une vingtaine, voire une trentaine de métiers, vu qu'elle englobe la communication visuelle, elle englobe de la communication commerciale, publicitaire, etc. Donc, moi, je me situe donc effectivement tout au début, au moment où on parle de stratégie. Donc, on a ce petit titre un peu pompeux de off et online qui en fait englobe les réseaux de communication à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut communiquer sur des médias. Donc, cela, c'est les off, ce qu'on appelle les off, qui sont effectivement, qui ont pignon sur rue, que tout le monde entend. Et les on, pardon, c'est l'inverse, et les off, c'est plutôt le hors média, c'est-à-dire tout ce qui est événementiel, salons, congrès, etc. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va investir le terrain pour communiquer. Comment faire la différence? Comment trouver le bon équilibre? Parce que ces réseaux ne correspondent pas et ne répondent pas aux mêmes objectifs et n'ont pas du tout la même portée. Donc, souvent, le client est un peu perdu dans ce monde de la communication parce qu'il n'a pas forcément le bon interlocuteur avec lui. Vous allez vite le comprendre, j'adore les analogies. Donc forcément, le stratège en communication, c'est un peu le chef cuisinier. C'est lui qui aura tous les ingrédients en main et qui va vous dire quel dosage, quel ingrédient prendre pour réussir votre recette ou réussir le plat souhaité. Parce qu'effectivement, chaque entreprise n'a pas forcément les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes compétences. Et effectivement, tout ça, ça s'appréhende, ça se quantifie, ça s'étudie. Et ensuite, on peut livrer une stratégie de communication adéquate. Donc, je sais que souvent, on est déçu puisqu'on fait appel à une agence ou à des indépendants et on me dit, je n'ai pas trop eu le résultat escompté. Il m'a dit de faire de l'affichage, il m'a dit de faire de la radio. Ça n'a pas de sens. Si on vous dit de faire telle ou telle chose sans vraiment comprendre ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Parce qu'effectivement, on peut très bien faire que du digital ou on peut très bien faire une newsletter ou organiser un séminaire, un congrès et vous aurez beaucoup plus de résultats en fonction de ce que vous visez.
Donc, moi, en tant que stratège en communication, je suis là pour vous guider, pour vous dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc, dans le jargon, on dit que j'établis le mix média. Le mix média, c'est effectivement, je vais vous dire, il faut faire 80% de digital, 20% de télé, par exemple. Ça, c'est un mix média. Mais après, on peut l'affiner et on peut rentrer dans des usages beaucoup plus précis. Donc voilà, je vous explique un peu ce que ça donne. Juste pour faire un peu le point sur les objectifs de communication, on parlait de pourquoi communiquer. Donc oui, on ne communique pas pour rien. On communique déjà pour faire savoir, ensuite pour faire aimer et pour faire agir. Ces 3 objectifs correspondent aux raisons principales, c'est-à-dire la notoriété, l'image de marque ou la promotion, la vente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une hiérarchie dans ces objectifs. Si on ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas faire agir, comme vous ne pouvez pas faire aimer. Donc souvent, en fonction de l'avancée et la maturité d'une entreprise, on va soit travailler les 3 objectifs, soit au contraire, on va y aller petit à petit et on va prendre chaque objectif à travailler différemment. Donc, il ne faut pas se lancer dans l'arène en se disant, voilà, moi, je veux tout ça et j'aurai tout ça. Ça se travaille. Faut déjà s'implanter, avoir une existence. Bon, ensuite, y injecter des valeurs de marque, se présenter. C'est comme dans la vraie vie. J'arrive, je vous dis bonjour, je suis Yasmine. Vous n'allez pas m'aimer tout de suite. Ensuite, on va sûrement s'apprécier parce qu'on va partager des valeurs en commun. Et ensuite, vous allez venir dîner chez moi. Là, c'est le faire agir parce qu'on s'entend bien. Mais au préalable, il faut se présenter et avoir la meilleure présentation possible. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Mais sans, j'ai envie de dire, l'interlocuteur, la communication ne sert à rien. Il faut que je parle à quelqu'un. Il faut vous présenter à quelqu'un. Généralement, l'entreprise communique vers plusieurs publics. En interne, parce qu'elle a des salariés, parce qu'elle a des fournisseurs, elle a des gens avec qui elle travaille, elle a un écosystème. Et bien évidemment, avec le grand public, avec le client. Donc, nous allons prioriser ces publics. Il faut déjà connaître à qui on parle. Parce qu'effectivement, communiquer sans savoir et sans définir, parce que c'est ça la principale comment dire, préoccupation, c'est la définition de sa cible. Si on passe à côté de sa communication. Donc, c'est primordial de l'avoir. C'est en quoi, moi, mon métier, on va, comment dire, se noyer dans les études, dans les chiffres, dans les segmentations, comme on dit, de cibles, de femmes, d'hommes, d'ensemble, d'enfants, voilà. Donc, tout ça, effectivement, on les a aujourd'hui formatés. Médiamétrie a fait un très bon travail là-dessus pour avoir des cibles tout à fait communes. Mais bien évidemment, on peut aussi aller chercher sa propre cible niche et la travailler. C'est tout à fait possible. Il y a des centres d'études pour ça et pour effectivement un peu mieux connaître sa cible. Donc, généralement, il faut hiérarchiser ce public en cœur de cible, en cible prioritaire et en cible secondaire. Car effectivement, certaines entreprises auront besoin à un moment donné aussi de communiquer vers les médias, vers les institutionnels ou vers d'autres publics autres que le client lambda, j'ai envie de dire. Donc tout ça, ça se prend en considération. On va arriver au cœur du sujet. Donc effectivement, la crise. Maintenant qu'on sait à peu près pourquoi on communique et comment on le fait et en quoi c'est utile de le faire, on va se pencher sur la définition de la crise. Alors, bien évidemment, je ne la connais pas par cœur, hein, donc je vais regarder ce que ça nous donne. C'est un événement ou une série d'événements qui peuvent nuire sérieusement à la réputation d'une organisation et à sa capacité de poursuivre ses activités. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, c'est un événement qui a des impacts sur la vie humaine, sur la réputation de l'entreprise ou sur ses finances. Autrement dit, et pour être plus clair, c'est un événement qui met en péril sa survie et son existence. Donc, on peut clairement dire qu'il y a pronostic vital engagé avec une crise. Nous, ce que nous vivons avec le Covid aujourd'hui, ce n'est pas une crise spécifique ou particulière.
Je m'explique, une entreprise peut être très bien menacée par un scandale. On l'a vu avec DSK, par exemple, voilà, un chef de file qui se présente à une élection présidentielle, qui se retrouve au cœur d'un scandale de mœurs. Ça, c'est une crise. Mais c'est spécifique au Parti socialiste, à ce moment-là. On peut être aussi, je ne sais pas, impacté par un lot de produits propres à la consommation qui revient. Et là, effectivement, ça entache l'image de marque de l'entreprise. C'est une crise également. Nous, ce qu'on vit, c'est une pandémie. Elle concerne tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas votre entreprise qui a été visée personnellement, mais malheureusement, elle va en souffrir comme tout le monde. Pourquoi elle va en souffrir? Parce qu'il y a un ralentissement de l'activité, parce que tout le monde se retrouve confiné, il y a des mesures d'urgence sanitaire qui sont prises, il y a tout un ensemble de choses et de contextes qui va mettre en péril le bon fonctionnement de son entreprise. Donc, généralement, il y a 5 caractéristiques qu'on peut attribuer à une crise. C'est l'intrusion de nouveaux acteurs, parce qu'une crise souvent profite à d'autres. Ça, il faut toujours le savoir. La saturation des capacités de communication, puisque généralement, soit tout le monde prend la parole d'un coup pour dire attention, on va être fermé, excusez-nous, ce n'est pas notre faute, pandémie, fermeture administrative, et après, silence. C'est souvent ce qui se passe. L'importance des enjeux et l'accélération du temps et de la montée des incertitudes. Nous sommes dans une période qui est anxiogène. Nous sommes dans une période où on ne sait pas quoi dire à nos salariés parce qu'on ferme, parce qu'on réouvre, parce qu'on referme, parce qu'on réouvre. Donc, il faut rassurer également en interne. Aujourd'hui, on se retrouve face à ça, c'est-à-dire que tous les publics sont mobilisés. Rappelez-vous, les fameux publics identifiés au préalable. Vous devez rassurer vos fournisseurs, vos clients, vos salariés, mais également vous, quelque part aussi, et votre écosystème au sens large. Donc, comment et que faire, surtout bien, écoutez, il faut parler, tout simplement, puisque quand un diagnostic vital est engagé, ne rien faire, c'est criminel, tout simplement. Donc, rester dans son coin et dire « j'ai rien vu, je ne sais pas comment faire », je coupe tout budget de communication parce que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est faux, en fait. Il ne faut pas du tout se dire qu'on n'a rien à dire. Voilà, et que tout le monde vit la même chose, donc on comprendra. Au contraire, vos salariés vont se démobiliser. Vos clients vont se démobiliser parce qu'ils n'ont pas de vos nouvelles. Donc, il faut parler. On reprend nos objectifs de départ. Pourquoi on communique? On communique pour faire savoir, pour faire aimer, pour faire agir. Là, c'est la négative qui va s'appliquer. On ne va pas faire savoir, on ne va pas faire aimer et surtout, on va être dans l'immobilité et l'inertie la plus totale. Plus personne ne va se rappeler de vous. Et pire encore, les valeurs que vous auriez inoculées au préalable, là je parle dans le cas où le travail a été effectué, vont effectivement devenir caduques et vous allez passer pour un imposteur. Donc, ne pas communiquer, c'est s'exposer à des risques qui sont, j'ai envie de dire, sérieux. Je n'ai pas envie d'être alarmiste, mais en tout cas, ce sont des risques sérieux, puisqu'effectivement, on risque de perdre sa clientèle, tout bêtement. Et également, après la crise, on reprend la parole. Comme si une fois que voilà, la tempête est passée, je peux reprendre parce que, oh là là, j'ai un stock à écouler, j'ai des choses à faire, j'ai mes promotions, etc., etc. Tout le monde va faire la même chose. Vous allez vous retrouver dans un brouhaha, c'est comme, là c'est l'analogie qui parle. Mettez-vous dans un terrain vague et tout le monde crie. Vous n'allez rien entendre. Au pire des cas, c'est la voix qui porte le plus qu'on va entendre. Et souvent, la voix qui porte le plus, c'est la voix du plus fort. C'est-à-dire celui qui aura injecté le plus de moyens dans sa communication pour se faire entendre. Donc, c'est antiproductif. Alors que si vous l'étalez sur le temps, vous restez à proximité de vos publics, effectivement, la communication ne sera jamais coupée et du coup, on vous entendra de manière limpide, sans avoir à crier, sans avoir à y mettre des mille et des cents en termes de budget. Et du coup, effectivement, à
à tabler juste, j'ai envie de dire, sur vos objectifs premiers. Donc, parler, oui, mais comment? Parce que pour l'instant, je ne vous ai toujours pas répondu, j'ai envie de dire, à la problématique de base. Oui, on parle, c'est très bien, mais comment on va le faire? D'abord, il faut avoir une attitude solidaire et bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre soin de son écosystème. On n'est pas seul, on n'est pas tout seul à traverser tout ça. Donc, généralement, on va y inclure ses fournisseurs, ses distributeurs. On va prendre un exemple simple. Hein. La restauration, par exemple, la restauration a été très impactée avec la crise aujourd'hui. Les restaurateurs travaillent avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, avec un nombre en tout cas de métiers auxquels il faut continuer de s'adosser et de s'associer. Cela nous permet effectivement de traverser la crise en disant nous allons nous en sortir, nous sommes ensemble, nous pouvons le faire, parce que si je disparais, ils disparaissent et vice-versa. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être dans l'égocentrisme, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, ce sera très, très, très mal vu par l'ensemble de vos publics. Une bienveillance également pour traverser, parce que ça reste quand même un virus, il y a des morts. Voilà. Donc, le ton est grave. On ne peut pas non plus avoir un ton assez léger là-dessus. Mais c'est toujours rester dans cette bienveillance et de proposer des solutions pour traverser ça. Exemple, je reste encore sur la restauration. Je vais proposer le emporter. Ça, c'est de la bienveillance, en fait. C'est de dire, je ne vais pas stopper, mais je vais faire de mon mieux pour continuer à livrer mes produits tout en respectant les normes sanitaires. Donc, nous n'allons pas être en contact. Certains ont même poussé le vice à rajouter des petits gels hydroalcooliques dans le sachet, à mettre, voilà. Mais ce sont des attentions. Ce sont des attentions qui, effectivement, sont l'exemple de la bienveillance. Voilà. Ensuite, c'est dire la vérité. Ça, c'est très important. Alors, dire la vérité, rien que la vérité, c'est... il y a un petit côté tribunal. Mais on va vous expliquer pourquoi, pour deux choses. Parce que d'une, la transparence dans ce type de cas, ça aide. Et surtout, ça permet la proximité. Ne mentez pas sur le fait de traverser des difficultés. Ce n'est pas du tout un bad buzz. C'est au contraire ce que vit l'ensemble des entreprises. Donc, de dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai quelques difficultés à boucler mes fins de mois. Je ne sais pas comment financièrement je vais faire, etc. etc. Bien, ce n'est pas bien grave, mais ça permet aussi de proposer des services et des outils pour vivre un peu mieux le quotidien. Alors, je m'explique. Il faut créer un réflexe d'attachement. On aime votre entreprise, on aime votre marque, on la suit. Donc, forcément, on va s'attacher à... Si vous êtes le feuilleton, il faut que ce soit le feuilleton en disant, ben oui, il faut que ça continue, on est derrière vous, vous inquiétez pas. Certains, les plus petites entreprises essentiellement, ont lancé des cagnottes pour traverser cette crise et ils n'ont pas du tout menti sur comment dire, le pourquoi du comment. Et au contraire, ça a été très, très bien reçu et certains ont pu sauver leur commerce grâce à leurs clients. Parce qu'on est derrière vous, on sait qu'un petit producteur, on sait qu'un petit artisan aura des difficultés, eh bien, on est transparent, on dit la vérité. Deuxième chose aussi, il faut faire la distinguo entre votre entreprise et vous. Vous n'êtes pas une personne, votre entreprise, c'est un service, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas au contexte, type nouvelles mesures gouvernementales, en disant « Oh là là, c'est plus possible, on va tous crever, etc. etc. » Non. Il faut toujours rester dans une, dans une acceptation. On accepte les choses, on est courageux, on les affronte. Pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de posture, c'est aussi une question de les écrits restent. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez une position et que demain, il s'avère que cette mesure gouvernementale a été, entre guillemets, celle qui a sauvé la situation, ben, vous allez un petit peu vous dépatouiller comme vous pouvez avec ça.
Et ça va rester. On va se dire, ah ben, telle entreprise X, au départ, a décrié la chose, etc., etc. Donc, ne pas donner son avis personnel sur ce genre de choses. On reste dans l'unité de temps de l'instant. On réagit à l'instant en étant bienveillant, en étant positif. Et dernier point, il faut miser sur l'intelligence collective et l'originalité. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Intelligence collective, c'est ça, c'est-à-dire créer de nouvelles façons de communiquer, mettre en place peut-être des tutos, mettre en place des interactions avec votre écosystème. Cyril Lignac, par exemple, avait lancé ses recettes à domicile en Zoom, justement, avec des publics. Voilà, ça, c'est un exemple d'intelligence collective et d'originalité. On continue à faire vivre son activité de manière différente en impliquant l'ensemble de son écosystème et en proposant quelque chose d'original. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la communication de crise. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition.